Nous vous proposons d'écouter une rencontre avec Mathias Bonneau lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Après avoir entrepris des études d'architecture, Mathias Bonneau, fils d'agriculteur, est devenu bûcheron dans le Tarn. Il est aussi illustrateur et président de la SASU Entrée-Corse. Jeudi 22 mai 2025, il présentait son livre paru au Seuil Éditions intitulé Bûcheron, fruit de ses carnets de ses 12 premières saisons au bois, dans lequel il livre une réflexion sur le travail manuel et sur ce qu'il nomme le virus de la forêt. La rencontre était menée par le libraire Benjamin Lebrun. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce soir pour une rencontre avec Mathias Bonneau, un auteur que nous sommes ravis d'accueillir à la librairie pour une discussion autour de son nouveau livre qui est intitulé Bûcheron et qui est paru en ce début de printemps au mois de mars aux éditions du Seuil dans la collection Cadre Rouge. Mathias Bonneau, bonsoir à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de la librairie. Merci à vous et d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous, même si vous ne venez pas de très loin. Je dis quelques mots de présentation avant de vous laisser la parole. Donc vous êtes bûcheron, comme l'indique le titre du livre, qui est un roman. On aura peut-être l'occasion de revenir sur cette notion de roman, enfin en tout cas un livre autobiographique. Vous êtes bûcheron à Anglaise dans le Tarn, dans la forêt du Passais, qui a été plantée par votre grand-père, puis gérée par votre père, avant que vous ne la repreniez vous-même il y a un peu plus d'une douzaine d'années, en tout cas 12 saisons qui sont racontées dans le livre. Vous êtes également auteur, ce livre-là n'est pas votre premier livre, vous êtes auteur et dessinateur et vous avez publié précédemment trois livres, L'hiver au bois, qu'on a la chance d'avoir là ce soir, et puis 2 autres livres, Une fois l'arbre à terre et Histoire d'un arbre, qui était paru plus récemment mais qui est malheureusement épuisé. Donc Bûcheron est le premier livre uniquement composé donc de textes, un premier roman comme je disais, c'est le terme qui apparaît sur la couverture, on en reparlera. Et voilà, avant de vous laisser la parole et d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire une petite lecture et je tenais aussi à vous dire le plaisir que j'ai eu et que certains de mes collègues qui ont lu le livre ont eu justement à le lire et à découvrir vos activités. C'est un livre qui est assez passionnant, un récit passionnant, plein de détails et de subtilités sur les activités que vous menez en forêt, et voilà, que vous livrez avec beaucoup, je trouve, de générosité et de pédagogie aussi. Moi, qui suis tout à fait néophyte sur le sujet, j'ai appris beaucoup de choses. Et voilà, donc j'espère que vous aurez, si vous avez lu le livre déjà, que vous avez éprouvé le même plaisir que moi, et si vous le lisez à l'avenir, voilà. Je vous promets des bonnes heures de lecture. Et voilà, je me disais que peut-être on pouvait lire un petit passage avant, histoire d'avoir le texte en tête. J'ai sélectionné un passage, par exemple, qui est au milieu du livre, qui n'est pas le début, mais sur le rythme de la forêt. J'ai toujours senti que la forêt n'exige pas d'aller vite. Plusieurs années séparent les coupes de bois, et elles peuvent attendre, rien n'est urgent. L'écosystème change, mais imperceptiblement. Les graines des épicéas mettent du temps à percer la couche épaisse de mousse. Quand un trou s'ouvrait dans les peuplements, je me suis d'abord précipité pour planter, avide de boucher le vide de forêt. Or, dans les clairières les plus anciennes, des petits arbres apparaissent naturellement au bout de 5 à 10 ans, comme surgis de nulle part. Leur foule pléthorique ridiculise mes efforts de plantation. Il fallait simplement attendre que la lumière nouvelle modifie la végétation et l'humus. La forêt est bien plus efficace et plus progressive. J'ai trouvé plus lent que moi. Avec la forêt, j'avance à une vitesse qui me convient. J'exprime mes intentions par petites touches comme autant de propositions, et les dynamiques naturelles évoluent en réaction. Je me plais à croire à un dialogue, un échange entre nous, fait de longs silences à écouter et de mouvements végétaux à observer. À ses côtés, j'ai confiance en mes choix. J'aime les arbres, c'est grave de les couper, mais j'ai l'impression de ne pas être seul à choisir. Comme si la forêt était une entité à mes côtés qui m'aide à trancher. Elle a une volonté propre et tout ne repose pas sur mes épaules. Si je me trompe, elle peut rattraper mes erreurs. Quand je m'en éloigne, quand je l'oublie, elle produit de la matière, irrémédiablement, fait sa vie. Et moi, je ne ferai que l'accompagner ou l'encourager dans certaines voies. Dans le même temps, faire du bois m'a permis de laisser mes tergiversations dans le désordre de mon bureau.
Une tronçonneuse dans les mains, mon corps prend les commandes. Il connaît ses gestes et me dispense de penser. Il suffit de lire les bois. Bien sûr que faire tomber un arbre demande de la précision, mais il n'y a pas de calcul, pas de manuel, la théorie se résume en quelques gestes. Le reste, il faut le deviner depuis le sol, la tête en l'air. Une anticipation comme de l'intuition, purement empirique. Je vise un endroit et je veux qu'il y tombe sans écraser les semis ni blesser les voisins autour. Mais l'irrégularité des branches et du sol apporte une part d'immaîtrisable qui déresponsabilise, surtout au début. En provoquant la chute d'un tronc dans le vide, j'ai l'impression d'émettre une intention. Je fais toujours aussi bien que je peux, parfois cela se passe mieux que prévu. Mais lorsqu'il ne tombe pas comme je l'imaginais, c'est qu'il ne le voulait pas et que je n'ai pas su le comprendre. Il me faudra des années d'expérience pour petit à petit engranger la somme de détails précis à voir et anticiper. La force de pénétration des houppiers d'épicéa, comme ils se repoussent entre eux, les branches de Douglas qui sont cassantes, les ramifications sèches de châtaigniers qui sont piégeuses. Je devrais faire tomber des centaines d'arbres pour comprendre. Parfois, l'arbre que j'abats casse la branche qui est en travers, parfois celle d'un châtaignier, parfois celle d'un Douglas. Parfois un Douglas rebondit sur un épicéa, parfois mon châtaignier se coince dans la fourche d'un autre. Alors j'apprendrai à lire les branches de la canopée, le poids des silhouettes et cerner l'aléatoire. Si je suis lent et indécis dans le monde des humains, là-bas dans les bois, je mets des arbres par terre et ça fait du fracas. J'existe vraiment. Les arbres, ces plantes géantes, je sais les récolter. Dans un monde bureaucratique et frénétique, je suis dehors à côtoyer la violence, la nature, les écosystèmes mal connus de notre planète. Oui, je suis aidé de machines, mais elles sont lourdes et elles-mêmes un peu sauvages. J'apprends à les apprivoiser. Cette ferraille bruyante, c'est mon univers, dans l'explosion, dans la rouille du métal, dans la puissance brute. Est-ce la meilleure expression de moi-même ? C'est clairement la plus manifeste, même si elle est invisible, loin des lumières urbaines qui crépitent, loin dans l'ombre des feuillages. Débarrassé de mes hésitations qui pinaillent, je construis dans l'instant, ressemblant finalement à mon père qui avance en faisant, qui réfléchit avec ses mains. D'ailleurs, était-ce ma timidité qui lui avait fait craindre mon choix de me consacrer au bois ? A-t-il pensé que j'allais me faire écrabouiller par l'abrasion de ce travail ? C'était sans compter la métamorphose que la forêt allait opérer sur moi. Voilà, quelques pages comme ça, mais je pourrais en lire beaucoup d'autres, et peut-être même pendant la discussion, si vous voulez, on pourra lire d'autres passages. Mais voilà, je vous laisse la parole, parce que les gens sont venus pour vous écouter et pas m'écouter moi, avec une première question sur justement cette forêt, le passé. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu son histoire, sa topographie, sa composition peut-être On va essayer de décrire cette forêt. Alors, il faut imaginer qu'on est donc on est sur la montagne Noire, au-dessus de la montagne Noire, entre Toulouse et Montpellier, enfin entre ici et Montpellier. Et donc c'est des plateaux qui, dans les années 50, en fait, étaient complètement, c'était presque des landes. On peut le voir sur les photos aériennes. Il y avait quasiment rien sur ces. C'était des grandes landes qui étaient pâturées. Et mon grand-père a récupéré des parcelles à cet endroit-là et il les a plantées en épicéa en suivant le cadastre. Et donc ça fait des grandes plaques d'épicéa qui ont poussé, parce qu'il a planté quasiment que des épicéas. Ça fait des grandes plaques qui ont poussé au milieu de nulle part. Alors maintenant ça s'est boisé, il y a des haies qui ont poussé et tout ça. Et puis d'autres forêts ont été plantées aux alentours. Et donc voilà, il faut imaginer un territoire donc un peu entre 700 et 800 mètres d'altitude, qui est un peu vallonné. Il y a des tourbières dans le fond des combes. Et sur le dessus des petites bosses, disons, c'est un peu plus caillouteux. Et si on rentre dans ces épicéas, dans ces blocs qui sont plutôt monolithiques, il faut imaginer... alors, ils ont été plantés en ligne, mais là, c'était donc il y a 60 ans, ça. Donc il faut imaginer des lignes qui sont un peu effacées, on les voit plus trop, mais si on se met bien dans l'axe, on arrive à les voir encore. Il faut imaginer donc des troncs qui sont assez réguliers, c'est une monoculture, de troncs qui sont plutôt orangés, l'écorce des épicéas est plutôt lisse et orangée, et tout le sol, donc ça fait une ambiance qui est un peu fermée, qui est un peu fraîche, qui est un peu humide, et tout le sol par contre est couvert d'une mousse verte fluo qui est absolument incroyable. Et qui est un peu immaculé, parce que les branches des arbres que je fais tomber, en fait, les branches pourrissent et du coup le bois disparaît, et donc la mousse recouvre tout comme si elle avalait tout.
Ça, c'est un peu l'état dans lequel j'ai trouvé cette forêt. Donc, cette mousse partout, ces lignes très régulières. Et il s'avère que depuis les années 2000, ça a commencé dans les années 2000, en fait, il y a des insectes qui attaquent les épicéas, il y a des coups de vent qui font tomber des arbres, il y a des champignons qui font pourrir les racines. Donc en fait, cette forêt, ces grandes plaques monolithiques ont tendance à se fracturer, il y a des trous qui se font, des arbres qui tombent, des couloirs de vent qui s'ouvrent. Et donc dans ces grandes ouvertures, il y a de la fougère qui surgit. Il y a des genêts, des ronces, des sureaux. Et donc, on essaie de planter dans ces endroits-là, mais il y a aussi des phénomènes de régénération naturelle, c'est-à-dire qu'il y a des graines qui arrivent soit par le vent, soit par les oiseaux, soit par les insectes, et qui font que petit à petit, cette forêt régénère, change de forme et va vers quelque chose, on ne sait pas encore quoi, mais qui sera sûrement plus différencié en essence, en dimension d'arbre. Donc on va vers quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et à une vitesse qu'on ne maîtrise pas du tout. Puisque on suit les perturbations qui ne sont pas les miennes. Oui, on y reviendra peut-être sur notamment la différence entre plantation et forêt, enfin le temps que ça prend, etc., les différentes modalités. Et sur votre rapport, vous, personnel, à cette forêt, donc c'est une forêt familiale, vous y avez grandi, enfin vous avez découvert ces sous-bois en jouant, en faisant des aventures. C'est ça, en fait, donc cette forêt a été plantée dans les années 60 et mon père s'est installé, enfin mes parents se sont installés juste à côté de cette forêt, enfin une vingtaine de minutes en voiture. Et mon père, donc ils étaient tous les deux agriculteurs, mes deux parents, et l'hiver, mon père venait travailler dans cette forêt pendant que ma mère s'occupait du troupeau de brebis. Et nous, des fois, on allait le voir, que ce soit avec mes cousins ou juste en famille. Et moi, depuis tout petit, en fait, je l'ai vu travailler dans cette forêt. Alors, il travaillait pas que dans celle-ci, mais donc moi, cette forêt, je la connais depuis que je suis tout petit. Et dès que j'ai eu l'âge de tronçonner, enfin, moi, j'ai toujours un peu accompagné mon père sur les divers travaux de la ferme, et ma mère aussi, mais c'était comme on parle plus du bois, c'est vrai que je l'ai plutôt suivi lui. Et assez tôt. Enfin, dès que j'ai eu l'âge en fait d'être déclaré à la MSA, il m'a amené couper du bois avec lui dans cette forêt. Donc en fait, je suis né bûcheron dans cette forêt-là. Et c'est marrant parce que du coup, cette forêt, il y a 3 générations qui ont et chaque génération de gens qui s'en sont occupés ou qui l'ont côtoyé cette forêt ont eu une sorte de mission, enfin où ils ont connu la forêt à un stade qui est différent. Mon grand-père, du coup, a vu la forêt sortir du sol. Mon père s'est occupé, je m'embrouille. Mon père s'est occupé de prendre cette plantation et de petits arbres, en faire des arbres qui étaient un peu plus gros. Et moi, j'ai face à moi cette grande question du changement de forme, quoi. Et donc vous en êtes, dans un premier temps, un peu sorti de cette forêt d'un point de vue des études et professionnelles. Vous avez entrepris des études d'architecture, mais vous avez renoncé à cette voie pour retourner dans la forêt de votre enfance. Et il semble, à la lecture du livre, que le métier de bûcheron est un peu comme une sorte d'appel ou de nécessité intérieure. Alors c'est vrai que du coup j'ai pu voir, moi j'ai grandi dans le travail à la ferme et du coup le travail au bois avec mon père qui y allait depuis qu'il était tout petit. Et moi j'ai toujours aimé ça et dès que j'ai pu tronçonner avec lui je l'ai fait et chaque fois que j'ai pu aller avec lui je le faisais. Et c'est pas une idée qui était complètement absurde de me dire l'idée d'être bûcheron. Mais c'est vrai que en fait j'avais des bonnes notes et puis c'est un métier qui est tellement difficile qu'en fait c'est un peu une évidence. Tu feras des études, je ferai des études. Voilà, et on n'y reste pas. Il y a cette idée à la campagne que si on peut, on n'y reste pas. Donc j'avais un peu cette idée-là. Je ne sais pas trop comment elle s'est ancrée, mais c'est des fils, des petits bouts de conversation qui font ça. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis moi aussi, adolescent dans la campagne, j'avais envie de partir, de voir du monde. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait donc des études d'architecture. J'ai fait les 5 années. Et une fois que j'ai fait les 5 années, j'ai validé mon diplôme. Et je me suis dit, une fois que j'avais le diplôme, je me suis dit, avant de commencer à chercher du travail, je vais faire une saison en entier. Parce que jusqu'à présent, j'allais toujours voir mon père, mais que sur les temps courts de mes vacances.
Et donc là, je me suis dit, bah, tu vas faire la saison entière de septembre, voilà, c'était de novembre au mois de mars, parce qu'après, tu pourras plus, parce que quand tu seras architecte. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est là où j'ai écrit le premier de mes romans graphiques, qui s'appelle Hiver au bois, et j'ai raconté cet hiver-là. Et bon, franchement, je me suis régalé pendant l'hiver, c'était vraiment bien, mais ça, je le savais un peu que ça me plaisait. Mais en fait, le fait d'écrire un livre à côté, je me suis dit, mais c'est marrant, parce que si je... Bûcheron tout seul, ça marche pas. Mais par contre, si je fais bûcheron et écrivain, enfin, si j'écris des livres à côté, en fait, ça marche. Il y a... ça, enfin voilà, ça fait cette ouverture qui m'a en fait m'a un peu écrabouillé quand j'étais adolescent. Enfin, qui m'a manqué quand j'étais adolescent, le fait de pouvoir voir du monde, avoir de la reconnaissance. Voilà, avec les livres, c'est comme ça que je m'évade. Et inversement, l'inverse est vrai aussi, vu que quand je suis... Enfin, quand le bureau devient trop saturant, sature trop le cerveau, j'ai beaucoup de plaisir à aller me défouler dans les bois. Et alors c'est vrai que ça peut faire, dans le livre, dans l'exercice du livre, j'ai mis tous les souvenirs liés au bois les uns à côté des autres. Alors ça, on dirait une destinée, un peu, mais c'était pas si évident que ça. C'était juste des préférences qui se sont confirmées au fil des années. Et sur alors, peut-être parce que c'est un des paradoxes apparents du métier de bûcheron, c'est que vous aimez les arbres, vous aimez la forêt, et vous dites que votre travail est malgré tout de les abattre, ces arbres, de les tronçonner, de les faire tomber. Est-ce que c'est pour vous un paradoxe, ou est-ce que c'est finalement, en abattant quelques arbres, vous entretenez l'écosystème entier? Oui, c'est cette histoire de paradoxe, j'appelle ça le paradoxe du bûcheron, quoi, le fait d'être dans les bois parce que j'aime les forêts, mais en fait quand je suis en forêt, je commets du bazar, quoi, et casser des dynamiques, enfin, en tout cas perturber des dynamiques naturelles. Mais bon, j'ai toujours fait ça, et je pense que tous les travaux en lien avec les écosystèmes en fait portent ces questions-là. On va dans ces écosystèmes parce qu'ils nous intéressent, mais forcément nos métiers nous forcent à les abîmer. Mais voilà, c'est des paradoxes, c'est des questions, et je pense que, enfin, on apprend à faire avec, disons. Mais ça m'empêche pas de couper les arbres, mais c'est vrai que je les aime beaucoup. Et donc vous décrivez au début du livre la manière, enfin techniquement, précisément comment découper un arbre. Vous le découvrez vous-même à vos 14 ans ou vos 16 ans, et puis ensuite c'est une technique qui non pas qui s'améliore au fil du temps, mais il y a cette question de l'équilibre de là où l'arbre va tomber. Est-ce que vous pouvez juste nous décrire en quelques mots la manière dont on tronçonne un tronc? Alors c'est vrai, c'est un peu le problème que j'ai avec tous les livres, c'est qu'en fait moi c'est pas forcément mon objectif d'expliquer exactement comment on fait, mais comme en fait je veux amener les gens dans la complexité qui fait nos métiers. En fait je suis un peu obligé d'expliquer, je suis un peu obligé d'expliquer les bases de voilà, pour couper un arbre, faut faire d'abord une entaille, ensuite on bascule. Mais c'est pas mon objectif. Et mais bon, comme c'est vraiment là où moi je trouve tout mon plaisir, c'est dans la complexité, et dans même toutes les questions de gestion forestière, tous les choix, la gestion de la lumière et tout ça. Voilà, la lumière, la gestion de la lumière, c'est vraiment le centre de notre métier, puisque le métier de bûcheron, en fait, ne fait que ça, c'est-à-dire qu'il enlève des arbres pour pouvoir donner de la lumière à ceux qui restent, ou à des semis au sol. Et selon les lumières que l'on donne, ça va favoriser certaines essences ou d'autres. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument magnifique, que ce soit à vivre ou à raconter dans un livre, mais il faut un peu comprendre que... pour pouvoir le poser dans un livre, fallait que je puisse expliquer que voilà, il y a certaines essences qui tolèrent mieux que la lumière que d'autres, que j'arrive à décrire la lumière. Donc tout ça, il fallait un peu expliquer techniquement les choses pour pouvoir en aborder la version poétique. Et donc le Passède, donc c'est une forêt, on l'a dit, principalement d'épicéas, qui est en train sa composition est en train de changer petit à petit. Mais donc les arbres que vous abattez, elles sont ensuite
les grumes sont disposées en bord de route et elles sont achetées par une scierie. Est-ce que la destination justement du bois que vous abattez, est-ce que vous pouvez nous parler de ça, qui l'achète et puis pour quels usages, si vous les connaissez, les usages. Oui, alors donc effectivement, moi je bosse, tous les bois que je coupe en général partent en scierie, la plus grande partie. Mais ça m'arrive aussi de faire du bois de chauffage, mais pas beaucoup parce que c'est quand même très peu rémunérateur. Mais souvent ça part, on essaie au maximum d'en fait de faire partir les bois en scierie parce que c'est là où il y a les usages les plus nobles, c'est là où c'est mieux payé aussi pour le propriétaire et donc aussi pour le bûcheron. Donc voilà, en général on essaie de faire partir ça en scierie et selon la qualité des arbres, selon l'essence, en fait ça va pas partir dans les mêmes scieries. Mais bon, en général elles sont toutes dans mon secteur, quoi. Donc voilà. Pour la majorité des épicéas, donc qui sont en général des arbres qui ont poussé vite, qui ont des grosses branches, donc ça fait des nœuds dans les planches. Donc on peut pas en faire des super produits. Donc là, ça part dans des destinations qui sont pas très glorieuses, mais voilà, c'est plutôt là, ça va plutôt être de la palette. Mais par exemple, dès qu'on bascule à qualité égale, disons à taille de nœud et à croissement égal, si on a des Douglas à la place d'épicéas, en fait, ça on peut le faire partir directement dans des scieries et là on sait que ça va dans des charpentes. Et ça se joue à pas grand chose. Et le truc, c'est qu'on peut pas, voilà, on peut pas changer l'essence d'arbre en un claquement de doigts. Et en plus, moi, comme je veux pas faire de coupe à blanc et que j'ai conscience que l'écosystème qui est en place, c'est ce que j'ai de plus précieux, ça vaut plus que des euros. En fait, tant pis, je garde les arbres qui ont des usages qui ne me conviennent pas forcément, mais je suis obligé de faire avec. Il y a un peu ce dicton qui disait, en forêt, en fait, soit tu es heureux avec la forêt que tu as, soit tu es malheureux, en fait. Enfin, il y a un peu cette idée que soit tu acceptes la forêt que tu as, soit tu es malheureux. Parce que tu peux pas la changer, ou alors, si tu les coupes, tu auras une plantation d'arbres, et puis ça sera moins bien. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Et donc, la question justement de la rémunération, là, vous avez dit une distinction, par exemple, déjà entre le bois de chauffage et puis des usages plus nobles, mais c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le livre, le fait que ce soit un travail qui est, malgré tous les efforts et tout l'engagement qu'il demande, très peu rémunérateur. Est-ce que c'est quelque chose qui est structurel, disons la filière bois, enfin, ou est-ce que c'est peut-être encore plus particulièrement quand on a comme vous des épicéas qui sont des arbres de faible volume Non, effectivement, c'est un peu tous les bûcherons qui sont pas très bien payés. C'est pas effectivement, c'est souvent, comme on est payé au mètre cube, enfin au volume de bois qu'on sort, plus les arbres sont petits, plus on est mal payé, en gros. Mais après, c'est marrant parce que je pense que je n'ai pas fait d'études, mais souvent, dans beaucoup de filières, en fait, c'est intéressant, c'est le premier maillon qui est souvent le moins bien payé, qui fait vivre toute la filière. En agriculture, il y a un peu ce même problème. Je pense que chez les mineurs, par exemple, il y a le même truc. Les pêcheurs, ça va être... les gens qui sont au contact de l'écosystème, qui font le métier le plus difficile physiquement, mais aussi celui en fait qui est l'interface directe avec les écosystèmes, c'est celui qui est le plus mal considéré. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que voilà, ça serait peut-être même c'est le cas aussi des auteurs dans la chaîne des livres. En vrai, j'y avais pensé à une époque, mais en fait, il y a une différence qui est radicale avec les auteurs, c'est que il y a une reconnaissance en fait. Enfin, derrière quand on exerce ce métier le métier d'auteur, il y a une reconnaissance qu'il n'y a pas du tout dans les autres métiers. Et ça change beaucoup de choses. Mais effectivement, on ne gagne pas beaucoup d'argent avec des livres. Ça dépend desquels. Et vous parliez un petit peu de volume de bois. Vous évoquez à un moment une loi, la loi de Eichhorn, ou je ne sais pas si je le prononce bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot sur... On part dans le technique, là. Oui, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant sur justement le fait d'intervenir sur une forêt. Ça change sa composition, mais pas forcément son volume, justement. Alors, la loi de Eichhorn dit, je ne sais pas si je prononce bien non plus, mais dit qu'en fait, une forêt de la même essence, qu'on y intervienne ou qu'on n'y intervienne pas, va produire la même quantité de bois. Parce qu'en fait, la production de bois, elle va dépendre donc du sol, de l'eau et de la lumière. Et en fait, aucun de ces trois facteurs, en fait, on peut influer dessus, sauf la lumière. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand on enlève des arbres, donc on enlève un peu de bois, mais en fait, on apporte de la lumière à ceux qui restent, et ces arbres-là vont pouvoir pousser plus vite. Et donc en fait,
en fait, ce qu'on fait juste, c'est qu'on concentre le bois sur des arbres que l'on choisit. On concentre, qu'est-ce que j'ai dit ? On concentre la lumière sur les bois que l'on a choisis. Et effectivement, c'est vrai que d'un point de vue un peu philosophique, en fait, on fait rien du coup. Enfin, ça, entre guillemets, notre impact ne fait rien. Après, en fait, du coup, le fait de changer un peu le type de lumière, le type d'arbre, ça fait complètement évoluer la forme de la forêt. Et bien sûr que les forêts n'ont rien à voir. Si on n'y fait rien, la plupart des forêts deviennent des champs de mikado. Enfin, les plantations d'arbres deviennent des mikados qui après vont se casser la gueule, voilà, qui sont pas très stables, disons. Et vous évoquiez les périodes du mois de novembre au mois de février. C'est vrai que j'ai découvert dans le livre que c'est donc un métier très saisonnier. Et vous travaillez donc, le livre est composé justement de différentes saisons, les 12 premières saisons de votre activité de bûcheron. Et donc la coupe intervient, elle, vraiment en hiver. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette saisonnalité et de votre emploi du temps, le reste, lorsque vous ne coupez pas ? Alors effectivement, en fait, c'est mieux de couper les arbres en hiver parce que la sève redescend dans les racines, se stocke dans les racines, et du coup les troncs sont secs, donc ils sèchent plus vite, et que ce soit pour le bois de chauffage ou pour le bois de structure. Dans les structures, en plus, le fait qu'il y ait s'il y a de la sève dedans, ça veut dire qu'il y a des sucres, et du coup c'est des bois qui pourrissent plus vite. Donc c'est mieux de couper les bois en hiver. Et ça m'arrange moi en tant que bûcheron parce que du coup il fait moins chaud l'hiver. Comme on a beaucoup de protection et qu'on fait un métier physique, du coup, bosser l'été, c'est l'enfer. Ça, plus le fait du coup, ça crée un métier qui est saisonnier. Et moi, ça m'arrange parce que du coup, je peux faire d'autres choses. Mais voilà, la plupart des bûcherons ne font pas comme moi. Hein. Eux, ils travaillent toute l'année et les bois partent, je sais pas où. Les bois partent, je sais pas où, je sais pas comment ils se refroidissent. Souvent, ils travaillent tôt le matin ou ils trouvent d'autres arrangements. Il y en a quand même pas mal des bûcherons qui ont d'autres activités, mais c'est pas trop la norme, je pense. Et donc moi, ça me permet de m'occuper de mes livres Il y a souvent plusieurs phases, quoi. Au début de l'été. Donc c'est de septembre. Je commence en septembre et je finis fin mars. Au début ça fait 7 mois. Et au début de la saison estivale, enfin de la saison chaude, du coup, moi, déjà, je commence à me détendre par me reposer. Ensuite, ranger tous les chiffres, les données, les cartes, les chemins et tout ça. Je finis mes factures, tout ce genre de choses. Il y a vraiment cet effet, je me repose et je range. Et donc après, je commence à préparer la coupe de l'année suivante. C'est-à-dire que là, je suis en train de marquer les arbres que je couperai l'année prochaine. Et voilà, en gros. Et puis entre tout ça, voilà, j'écris des bouquins si j'en ai l'envie. Et donc l'été, effectivement, c'est une période d'inactivité, en tout cas apparente dans la forêt pour vous, mais vous décrivez plutôt vers la fin du livre les derniers étés là qui sont très très chauds. On a vu des phénomènes d'incendie partout, de sécheresse, et c'est une saison qui est donc inactive physiquement, mais par contre émotionnellement qui a l'air d'être très difficile à vivre. Pour revenir sur ce fait là de saisonnalité, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un peu comment dire, quand vient l'hiver, du coup moi je me mets en mode un peu choc, un peu en mode combat, quoi, parce il y a ce travail physique qui, du coup, moi j'ai mon corps qui s'endurcit et tout ça pour faire face à ce travail pendant que la forêt, elle, se met au repos. Et il y a cette inversion qui se fait au printemps où en fait la nature explose complètement. Il y a vraiment cette explosion de vie, alors que moi, je me ramollis. Ça, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que, en tout cas, en été 2022, où il a fait vraiment chaud, j'ai vraiment commencé je me suis vraiment balisé parce qu'il y a des insectes qui s'attaquent aux épicéas et qui ont commencé à pulluler de manière assez tôt dans la saison. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais finir l'été, il n'y aura plus de forêt. Et c'est ce qui s'est passé dans certaines zones d'Alsace, dans l'est de la France. Alors il y avait les feux dans les Landes, il y avait des épidémies dans les épicéas dans l'est. Donc il y avait vraiment et donc voilà, c'est vraiment inquiétant. Et puis surtout, je connaissais pas encore très bien l'insecte. Maintenant, je le maîtrise un peu mieux. Je m'inquiète un peu moins parce que finalement la forêt n'a pas du tout
elle a été trouée, quoi. Ça a fait des petites taches ça fait des ronds un peu partout dans la forêt. Mais la forêt, elle a parfaitement tenu le choc. Puis là, maintenant qu'il repleut et tout ça, que je vois les prédateurs de ce premier insecte pulluler, parce que je me suis renseigné, en fait, je suis beaucoup plus rassuré, beaucoup plus serein. Il y a un peu ce truc, c'est que dans le livre, en fait, les émotions les plus fortes, donc celles qui sont les plus importantes, enfin en tout cas les plus faciles à raconter, c'est celles qui sont... c'est celles des premières fois, les premiers chantiers. Par exemple, il y a le chantier des dépérissements, le fait de ramasser. Au début, en fait, je savais pas très bien, j'organisais pas bien mes chantiers. Donc du coup, c'était des montagnes dans lesquelles je me fatiguais beaucoup, donc il y avait beaucoup d'émotions. Et donc c'est ceux-là qui sont les plus faciles à raconter. Et quand ça se passe bien, il y a moins de choses à raconter. Et peut-être on peut rester un instant sur cet insecte ravageur. Là, donc son nom, c'est le scolite typographe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur à la fois son mode d'action, effectivement les prédateurs, et puis au début vous avez l'impression qu'il va tout décimer, et puis on a l'impression que s'engage entre vous une sorte de combat, mais aussi presque de jeu ou presque de complémentarité. Parfois il s'attaque à des arbres qui sont en lisière, et finalement l'effet est plutôt positif, non parce qu'il détruit des arbres, mais... Ouais, donc le typographe, c'est un petit insecte qui est de cette taille-là. Et donc là, au printemps, en fait, il dort dans la litière, dans les crevasses de tronc. Et puis dès le printemps, donc là c'est vraiment en ce moment, là, il s'est envolé cette semaine. Il va se mettre sur des épicéas qui sont morts, qui sont faibles. Là, par exemple, souvent il commence par les bois qui sont restés par terre. Donc il creuse, enfin le mâle arrive, creuse une chambre de ponte, je crois qu'on appelle ça une chambre nuptiale. Là, une femelle ou plusieurs vient le rejoindre. La femelle va creuser des galeries, va pondre, et donc ça se creuse, c'est en fait sous l'écorce, entre l'écorce et le bois, dans le cambium. Et donc la femelle va pondre des petits œufs, et les larves qui sortent de ces œufs vont dévorer le cambium, et ce faisant, elle coupe la circulation et l'arbre sèche. Ensuite, les larves deviennent des typographes à leur tour, qui sortent et attaquent d'autres arbres. Donc il y a une multiplication qui se fait à chaque génération, et il y a entre 2 et, dans le pire des cas, 4 générations, et sachant qu'il y a une multiplication. Donc ça fait des ronds dans la forêt, parce qu'en général, les insectes s'attaquent à un arbre qui est faible au milieu. Puis après, quand ils sont plus nombreux, en fait, ils s'attaquent à des arbres vivants, mais qui sont autour. Et donc ça fait des ronds. Et le truc, c'est que ça peut être très effrayant parce qu'on voit ces ronds qui s'agrandissent très vite, mais en fait, d'une année à l'autre, ils vont aller complètement ailleurs dans la forêt. Donc ils vont faire un rond là, l'année suivante, ils vont aller complètement là-bas. Et en fait, c'est pas si grave, ça fait des petits trous de lumière, tant que ça reste dans cette échelle-là, dans cette proportion-là. Ça fait des petits trous de lumière dans lesquels on peut planter, et nous, ça nous accélère notre irrégularisation. Et je voulais dire une autre chose. Oui, c'est marrant parce que... en fait, c'était à l'époque où je cherchais un peu la conclusion du livre, et j'étais donc en train de faire le moyen de lutte. Il n'y a pas trop de moyens de lutte. On peut pas par hélicoptère bazarder de l'insecticide sur toute la forêt. Enfin, c'est vraiment pas souhaitable. Et personne ne fait ça. Donc, ils sont invisibles, ils sont tout petits, donc on peut vraiment rien faire. La seule moyen de lutte qu'il peut y avoir, c'est de quand il y a les insectes à l'intérieur, couper très vite. Soit on envoie le tronc à la scierie, soit on broie l'écorce. Ce qu'on a un peu essayé de faire dans le livre, mais c'est quand même c'est assez limité. Et puis il faut être très précis dans le timing parce que si on intervient trop tard, en fait, il n'y a plus d'insectes dedans. Et si on intervient trop tôt, en fait, les insectes vont continuer vont s'attaquer à d'autres arbres. Il faut être très précis et ça reste limité parce que ils s'appellent à des kilomètres à la ronde les insectes entre eux par des phéromones et du coup voilà, il faudrait une action coordonnée sur des milliers d'hectares. Ce qui n'arrive pas. Et donc en fait, mais pour en revenir au livre, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que parce que moi aussi je fais des trous dans la forêt, mais sauf que lui, il est fait plus gros que moi. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que je le déteste, c'est parce qu'en fait, il me ressemble cet insecte-là. Donc il y a un peu c'est comme ça que j'ai trouvé la. Et donc il n'y a pas vraiment de moyens de lutter contre lui à grande échelle, mais en revanche il y a quelques espèces naturelles qui sont des prédateurs de ce... Oui, voilà. C'est un peu une question qui est un peu tout le long du livre, c'est-à-dire qu'est-ce que... c'est cette question du paradoxe, quelle est la place que je peux avoir en forêt ? Et j'essaye de la
de me la trouver en me comparant à toutes les petites bestioles que je peux trouver dans les bois. Donc ça peut être... voilà, souvent, je sais pas pourquoi j'aime bien les petites bêtes, mais il y a des scarabées comme ça qui se promènent en forêt, il y a ce scolite, il y a des limaces. Et du coup, je me compare en me disant, mais est-ce que moi je ressemblerais à cet insecte-là quand je suis dans la forêt? Parce que... Et donc voilà, tout au long, j'essaie surtout au début, j'en parle pas trop parce que je suis très concentré sur les arbres que je dois faire tomber et j'espère c'est ça mon but du jeu. Mon but, c'est qu'ils tombent là où je veux. Mais petit à petit, la question de ma place et surtout vis-à-vis de l'ensemble de l'écosystème, en fait, elle devient de plus en plus importante. Et dans la question de la gestion de ce scolite, en fait, au début, j'ai essayé de lutter moi avec mes petits bras de bûcheron tout maladroits, et en fait, ça ne marchait pas. Et donc, j'ai commencé à me dire, mais en fait, parce que c'est un insecte qui a toujours vécu là, je me suis dit, mais il doit bien avoir des prédateurs, cet amphora, je crois que je dis dans le livre. Et en fait, effectivement, donc il y a des prédateurs, et donc les premiers prédateurs, c'est le pic, en fait, le pic qui va venir piquer dans l'écorce et se nourrir des larves. Et alors je me suis dit, bon, très bien, on va favoriser le pic. Et alors je commence à me renseigner, mais où est-ce qu'il vit le pic? Bon, il faut des arbres, souvent il faut des hêtres assez vieux, ou sinon il peut se satisfaire de bois morts qui sont sur pied, donc en fait des arbres on appelle ça des chandelles, quoi. C'est un arbre dans lequel il va venir creuser, faire ses nids. Et bien très bien, on va faire voilà, donc du coup il faut trouver le moyen de moi pas terminer mon travail et de les laisser des arbres en plan au milieu des bois pour que le puisse venir faire des petits et manger mes scolites. Enfin, pas mes scolites, mais... Et il y a un autre insecte qui est assez beau, qui s'appelle le clairon des fourmis. C'est un petit insecte qui mange le typographe. Et ça, c'est pareil, j'ai compris en lisant qu'en fait, cet insecte-là, il a besoin de se reproduire dans d'autres arbres qui ont des écorces plus crevassées que l'épicéa. J'ai dit que l'épicéa avait une écorce lisse. Et donc en fait, il faut... bon, là, ça paraît évident, mais donc il faut mélanger les forêts. Mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types d'épicéa. Et il y en a un qui accueille plus le clairon des fourmis. Et donc en fait, voilà, c'est arriver à comprendre cette dynamique-là et comment moi je me place là-dedans et comment les arbres que j'enlève favorisent ou empêchent ce bon fonctionnement-là. Et justement par rapport au fait d'être donc à la fois bûcheron, mais vous êtes aussi gestionnaire forestier, enfin, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais vous gérez ce domaine et cette forêt. Et donc vous êtes effectivement attentif à son devenir, et à sa préservation et son devenir. Et vous rencontrez à un moment quelqu'un qui travaille, je crois, dans les Alpes, qui travaille pour l'ONF, et qui dit qu'une plantation d'arbres ne devient une forêt, parce qu'on parle là d'écosystème, de forêt, de plantation, mais qu'une plantation ne devient une forêt qu'à partir de 80 ans, je crois. Enfin, c'est ce qui... En fait, je pense que c'est des phénomènes qui sont très longs. Alors, je pense qu'il y a effectivement peut-être une date. Non, ce que dit Nicolas Luigi, c'est que c'est au bout de 60 ans où en fait la forêt épicéa commence à être mature. Donc la plupart des gens se disent c'est un bon moment pour récolter. Alors qu'en fait, c'est le début de la mise en place de l'écosystème, quoi. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là où en fait la chose se complexifie, qu'il y a d'autres essences, que le bois, il commence à y avoir du bois mort au sol, qu'il y a suffisamment de lumière pour qu'il y ait d'autres essences végétales. Et donc en fait ça c'est presque 60 ans, c'est presque le point de départ de l'écosystème forestier. Mais ça met bien plus que 100 ans parce que c'est des choses qui sont très compliquées. Il faut bien attendre plusieurs centaines d'années pour avoir la vraie complexité, la vraie richesse d'un écosystème. Et moi, mon envie, disons, c'est que cette forêt-là, qui n'a que 60 ans, j'arrive à la faire durer jusqu'à ce qu'elle soit épanouie, ou en tout cas qu'il y ait d'autres arbres qui puissent prendre le relais dessous, quoi. C'est un peu ça la question. Et en ce qui concerne justement les organismes, enfin là j'ai parlé de l'ONF, c'est l'organisme national... L'Office national des forêts. L'Office national des forêts, pardon. Et que vous remerciez d'ailleurs plusieurs organisations qui vous aident. Est-ce que justement là il y a des formations,
je sais pas, de biodiversité. Vous racontez par contre une formation de sécurité qui a pas l'air très efficace, mais est-ce que vous pouvez nous parler de ces quelques organisations, réseaux En fait, en forêt privée, il y a beaucoup d'acteurs en forêt, mais souvent c'est un peu différencié tout ce qui est forêt publique et forêt privée. Donc, en forêt publique, ça va plutôt être l'ONF qui gère toutes les forêts, donc qu'elles soient communales, domaniales, de l'État ou autres. Et en forêt privée, ça va être c'est du coup des propriétaires privés qui font appel à des gestionnaires privés. Donc les gestionnaires ou les experts sont l'équivalent de l'ONF alors que les communes et l'État sont les équivalents des propriétaires. Ces gestionnaires vont s'occuper des forêts et s'occuper. C'est comme si les gestionnaires sont à la forêt ce que l'architecte est à la maison, mettons. Et donc le bûcheron serait le maçon, si on voulait faire des comparatifs. Donc oui, donc il y a plein d'organismes. Il y a le CRPF qui va faire du conseil en forêt privée. Mais voilà, c'est plein de gens qui ont pu me guider, disons, dans mon parcours. Et après, dans le côté plus alternatif, il va y avoir deux associations principales avec lesquelles je suis proche. Il y a comment ça s'appelle, ProSilva, qui elle est très concentrée sur ce type de gestion, qui le vulgarise et tout ça. Et à côté de ça, il y a le réseau pour les alternatives forestières qui, lui, au-delà de la question de la gestion, qui va poser toutes les questions la question sociale, qui va apporter la couche sociale, la couche... c'est principalement quelle est la valorisation des gens qui travaillent en forêt. Et donc voilà, le réseau pour les alternatives forestières. Et c'est des gens avec qui je me suis vraiment... j'ai compris ce que c'était de vouloir... ce que c'était de respecter un corps, qu'est-ce que ça voulait dire, la mysticité, qu'est-ce que ça veut dire une forêt vivante, c'est-à-dire avec des gens qui travaillent dedans. Et voilà. Et sur la question justement à la fois de la solitude et de la présence humaine à vos côtés, elle traverse tout le livre. Et c'est vrai que c'est un métier solitaire au sens où vous êtes loin de l'agitation, loin de la ville, du bruit. Il y en a beaucoup de bruit dans la forêt, mais... surtout quand j'y suis. Oui. Mais malgré tout, on se rend compte, en tout cas, à vous lire, que votre métier n'est pas solitaire au sens où chaque année, il y a quelqu'un qui vous accompagne. Et ce sont à chaque fois des très belles, ça semble être des très belles rencontres. C'est vrai que j'ai un caractère qui est assez bizarre, c'est que j'aime bien la solitude, mais je suis pas toujours autonome. J'aime bien être entouré, d'être épaulé. J'ai besoin de guides, de gens qui m'aident à penser. Et c'est vrai qu'en plus, en forêt, c'est déconseillé de travailler seul, parce que c'est dangereux. Même, il faudrait être 3 en permanence. Il y en a un qui se blesse, un qui reste avec celui qui se blesse, et un qui va chercher les secours, parce qu'il n'y a pas forcément du réseau. Et donc, c'est vrai qu'à chaque fois, ça fait comme en plus, j'ai la sylviculture que j'ai en tête, elle est quand même assez précise, je suis assez exigeant. C'est vrai que les gens avec qui je travaille, c'est souvent des gens avec qui je m'entends très bien ou avec qui on partage la bonne... on partage les mêmes valeurs autour de la forêt. Et de surcroît... Donc déjà, de base, je m'entends bien avec eux. Et en plus, là, on passe des mois comme ça à galérer, dans la fatigue et tout ça, dans des états de nous-mêmes, disons, qui ne sont pas toujours très glorieux. Donc effectivement, ça soude, je trouve. Et il y a ce côté aussi où... En plus, c'est un métier qui est en même temps assez répétitif parce qu'on coupe des arbres, on les coupe les uns après les autres, donc en fait il faut toujours ça se répète, c'est très différencié parce que chaque arbre est différent, mais en fait ça se répète, et donc il y a ce côté où en fait on apprend à se connaître, à connaître les gestes de l'autre assez facilement, on se connaît par cœur. Je sais, là il aime bien prendre, par exemple, je sais que Benjamin il aime bien, un des collègues avec qui je travaille plus, il aime bien faire des voyages, quitte à avoir des bouts de bois qui sont mélangés. Il préfère faire des voyages avec des bois mélangés, alors que moi je vais préférer détacher. Disons, j'ai mes préférences et lui il a les siennes, et j'apprends à les connaître et j'apprends à réfléchir en fonction de lui parce que c'est lui qui sort les bois que moi je coupe. Voilà. Et donc il y a cette complémentarité, on apprend à se connaître. Puis il y a forcément des moments où l'énergie se complémente, où des fois c'est moi qui suis fatigué. C'est lui qui me porte par son enthousiasme, et inversement. Ou c'est moi qui vais, par exemple, sur les fins de chantier, c'est plus moi qui me dit « Allez, non, finis bien, on se laisse pas porter par l'envie d'attaquer celui d'après ».
Voilà, donc ça fait des énergies qui se complémentent et à force de répéter ces gestes, on se connaît bien. Ouais. Donc ça fait des très fortes amitiés et vis-à-vis de la complexité auquel on fait face, c'est vraiment chouette d'être nombreux et d'être voilà. Et justement, vous parlez de la répétition et en fait tout simplement de l'effort physique, et c'est quelque chose qui revient très souvent dans le livre. C'est un métier qui est très dur physiquement, qui use les organismes, qui casse les corps, qui peut même effectivement être mortel, enfin d'accidents mortels. Mais comment est-ce que vous justement vous trouvez la ressource chaque hiver, il faut y aller et finalement pour l'instant ça tient. Chaque fin de saison vous dites est-ce que vous aurez la force d'aller à la suivante? Alors ça m'embête un peu parce que c'est peut-être un truc que j'ai pas très bien géré dans ce livre, parce que effectivement je dis que c'est dur et effectivement ça l'est, mais en fait j'ai pas trop envie de donner l'impression de me plaindre. Je peux pas trop parce que c'est un métier que j'ai choisi, donc je peux pas vraiment me plaindre, mais c'est juste que c'est vrai que ça, en le disant, elle peut paraître plus grosse que ce qu'elle n'est. Et c'est vrai que c'est le centre de nos. Au début, c'est marrant quand on est jeune et qu'on a un corps qui paraît éternel, c'est très amusant tout ça. Mais c'est vrai qu'avec les années qui passent et l'usure qui rentre, on se pose ces questions-là de comment faire durer ce corps le plus longtemps possible. Parce que j'ai envie que ça dure. Et surtout, face à vachement... Sur la sylviculture, sur cette sylviculture-là, sur toutes les sylvicultures, en fait, si on plante un arbre quand il est haut comme ça quand on le plante, en fait, à 20 ou 30 ans, il sera comme ça. Donc, en fait, j'ai envie de le voir, cet arbre-là. Donc, il faut que je sois toujours dans ces forêts et toujours en bonne santé pour pouvoir aller les voir. Donc, en fait, il faut que je trouve des moyens de faire durer ce corps qui fatigue, c'est vrai, vite, quoi. Et donc c'est des compromis à... Enfin voilà, le métier est difficile, mais c'est aussi parce qu'il est difficile, en fait, c'est dans ce contact avec la forêt que se construit cette relation. C'est quand on est dans les branches, c'est quand on est dans les branches, dans le bazar, qu'en fait on comprend les parcelles. Ça m'est arrivé par exemple, juste de traverser des parcelles juste pour faire la sélection des arbres, où j'avais juste une bombe. Et donc en fait j'ai une vision complètement floue de la parcelle. Je comprends pas où sont les accès, où est-ce que les arbres vont bien et tout ça. Et en fait, quand je repasse dans cette même parcelle à une tronçonneuse à la main, donc déjà je crée des passages. Quand je crée des passages, par exemple, mettons il y a un fouillis que j'arrive pas à pénétrer. Et donc je vais mettre des coups de tronçonneuse, et en mettant des coups de tronçonneuse, je vais m'apercevoir, tiens, il y a un érable, tiens, il y a un Douglas. Donc je dis, ah mais ces arbres-là, je les avais pas vus parce qu'ils s'étaient cachés par les sureaux. Et donc en fait, je sais, par exemple, je peux découvrir qu'il y a des zones qui en fait se régénèrent plus que ce que j'imaginais. Puis on s'aperçoit en abattant les arbres qu'il y en a qui sont plus hauts que d'autres, il y en a qui sont pourris aux pieds. Et donc ce contact-là, qui est si pénible, en fait, me permet de connaître les forêts beaucoup mieux. Et ça, je trouve que ça fait partie de ces paradoxes qui sont très compliqués, qui font que moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de meilleur endroit. Enfin, j'ai pas trouvé de meilleur moyen d'être en forêt que celui-ci, que le fait de les couper. Alors effectivement, c'est un rapport qui est musclé, mais voilà, je l'aime bien ce contact-là. Donc je peux pas trop m'en plaindre. Et puis peut-être pour pour aider les jeunes bûcherons à vieillir dans ce métier, il y a aussi des figures. Vous citez, je sais pas, le Portugais, le Grand André, enfin voilà, des figures de vieux bûcherons qui ont tenu et qui sont peut-être comme des sortes de phares ou d'exemples, enfin de mentors. Oui, bien sûr. Je sais pas si je suis en train de réfléchir. Je pense que dans toujours un peu les métiers, on a tous des gens qui nous attirent, quoi, qui nous guident surtout dans les jeunes années. Maintenant, j'ai compris qu'ils étaient des humains comme tous les autres et qu'eux aussi pouvaient faire des erreurs dans leurs abattages. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi, j'avais un peu l'impression qu'il y avait des gens qui étaient tellement forts. Et c'est un peu ce truc-là aussi, c'est que je voulais raconter dans le livre, c'est voilà, les copains, les copains de bois, ces idoles-là. Enfin, ça fait tout un paysage de gens qu'on ne voit pas beaucoup et qui constituent l'interaction de toute une société face aux forêts.
Et alors j'ai une question sur le plus pratique sur le livre lui-même. Donc il est publié aux éditions du Seuil. Comment est-ce que vous êtes entré en contact avec les éditions du Seuil? Est-ce que vous avez envoyé un manuscrit ou est-ce que c'était par connaissance ou... Alors ce qui s'est passé, l'histoire de ce livre, c'est que j'avais mes livres illustrés au début. Et à partir d'un certain moment, j'avais plus trop le temps de dessiner ou j'avais moins l'envie. J'arrivais pas à finir mes dessins. Et puis surtout, j'avais des interrogations et des réflexions, parce que ça c'est des trucs que j'ai toujours, qui en fait étaient trop compliqués pour être... Enfin, j'arrivais pas, disons, à les poser par le dessin, et du coup, j'ai commencé par ouvrir un document Word et dans lequel je mettais toutes des idées, des notes, que soit je prenais sur le téléphone et ensuite je recopiais à l'ordi. Donc, j'avais des notes comme ça, des réflexions, puis ensuite, la question c'est... Et ensuite, ces notes, donc j'avais des gros blocs. Enfin, petit à petit, les notes, j'en ai fait des gros chapitres qui abordaient des thèmes. Et donc j'avais beaucoup de choses comme ça, je savais pas trop quoi en faire. Et puis un jour, c'est un reporter, pour répondre à la question, c'est un gars qui est venu faire un reporter pour Arte, qui connaissait Salomé Vio, donc, qui est mon éditrice. Et qui m'a dit ouais, je pense que ça peut lui plaire. Donc j'ai eu le contact de cette dame, je lui ai envoyé tous mes textes complètement en vrac dont je ne savais pas quoi faire et tout. Et elle m'a dit c'est super, elle a tout de suite cru au livre, alors que moi je savais même pas trop ce que je faisais. Et elle a eu en fait, du coup, dans mon texte, je savais pas trop commencer, je savais pas ce que je voulais faire. Elle m'a dit essaie de continuer à avancer en commençant tous tes chapitres par l'abattage d'un arbre. Parce qu'elle m'a dit, c'est ce qui est le plus marrant à voir dans tes textes. Et alors, moi, le lendemain où je me suis dit, non seulement c'est, enfin, je sais pas si c'est ce qui est le mieux, mais en tout cas, c'est ce que je préfère faire. Et alors là, j'ai commencé à aller fouiller dans mes premiers abattages, les premiers arbres que j'ai pu voir tomber. Et là, ça m'a complètement débloqué et je suis allé, voilà. Et donc ça, c'était il y a 2 ans avant la sortie du livre, donc. Voilà, donc à partir du moment où j'ai rencontré donc les premiers textes ils datent de 2017, j'ai rencontré mon éditrice en 2022 et le livre est sorti en 2024. Donc il y a eu 2 ans de travail avec l'éditrice. Alors j'ai d'autres questions, mais peut-être que parmi vous dans l'assistance, il y a des gens qui soit ont lu le livre et veulent poser une question ou alors rebondir ce qui a été dit. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une question. Merci. Bonsoir. Moi, je voulais savoir, vous plantez des arbres du coup ou vous laissez la nature faire? Et du coup, si oui, quels arbres vous plantez? Et du coup, qu'est-ce que vous en attendez, entre guillemets, quand on se dit qu'il faut attendre 80 ans pour que... Ok. Alors, c'est vrai que dans ce type de sylviculture, quand on dit sylviculture à couvert continu, c'est des sylvicultures qui sont très peu interventionnistes et en fait on compte surtout sur les semis des arbres qui sont encore debout pour constituer la forêt d'après. Donc ça c'est l'idée de base. Mais par exemple dans le cas de cette forêt d'épicéas, où les épicéas de la première génération qui ont été plantés ne sont pas forcément adaptés au changement climatique, on a en plus besoin de changer d'essence, donc aussi pour apporter la diversité. Et donc c'est dans ces cas-là où on plante et on essaie de s'inscrire en complémentarité parce que ces épicéas se régénèrent quand même et il y a aussi des hêtres qui arrivent naturellement. Donc il y a déjà une matrice de choses qui se fait naturellement dans laquelle on doit s'insérer nous et donc il faut arriver à trouver la complémentarité entre nos efforts et ceux, je ne veux pas dire les efforts de la forêt, mais disons les dynamiques naturelles. Et donc il y a ce jeu-là qui doit se faire. Mais en général, si on plante, moi j'ai un peu cette image, je ne vois pas d'exemple où ça n'est pas le cas. Si on plante, c'est qu'il y a eu un problème avant. Les forêts, normalement, elles se régénèrent toutes seules. Donc si on plante, c'est qu'il y a un problème avant. La plupart du temps, c'est qu'il y a eu une coupe rase. Mais ça peut être aussi parce que ça a été surpâturé ou parce qu'il y a eu une coupe qui a été trop forte et qu'on n'a pas bien fait notre boulot. Donc il y a un peu cette idée-là que, en fait, planter, c'est pas... Enfin voilà, c'est pas forcément nécessaire. Si les forêts sont bien gérées et qu'il n'y a pas de changement climatique, a priori, il n'y a pas besoin de planter. Et donc, qu'est-ce qu'on attend de ces arbres-là? En fait, de toute façon, dans la forêt, on sait que c'est pas pour nous les arbres qu'on plante. Donc, il y a toujours cette idée de s'inscrire dans un temps long
Et il y a un truc que je trouve encore plus joli dans cette sylviculture-là, c'est qu'on parle, alors les mots sont pas très beaux, mais on parle de capital d'équilibre. C'est-à-dire qu'on sait, on sait qu'en fait, si on maintient la forêt à une certaine quantité de bois, elle va en même temps produire du bois, et en même temps, il y aura suffisamment de trous dans son couvert pour qu'elle se régénère sur elle-même. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un capital d'équilibre. Et ce capital d'équilibre, c'est une espèce d'horizon très lointain, qui en fait est tellement loin qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'on va y arriver. C'est juste une direction qu'on se fixe. Et moi, ce que je trouve encore plus beau, c'est qu'en fait, le temps qu'on arrive à ce capital d'équilibre, en fait, notre idéal forestier, il aura changé. Et donc, en fait, c'est une sorte de quête sans fond une quête sans fond de forestier. Il faut arriver à se satisfaire de l'état présent, quoi. Toute une philosophie. Il y a cette idée je crois que c'est dans un de notre livre, c'est que nos coupes de bois sont comme d'une goutte d'eau dans deux océans, deux océans infinis, quoi, qui sont celui de l'espace et du temps. En fait, les forêts se poursuivront bien longtemps après nous, et elles sont beaucoup plus étendues que ce qu'on peut percevoir ou vivre. Ouais. Mathias, je vais te tutoyer parce que je le connais depuis longtemps. Quelques années. Quelques années, oui. Tu as dit que tu étais un élément perturbateur quand tu interviens en forêt. On est tous des éléments perturbateurs de notre environnement. Voilà. Et je voulais te demander si tu considères qu'avec ton approche, tu viens perturber tout ce qui s'occupe de la forêt, les gestionnaires et même l'univers des bûcherons. Je ne sais pas s'il y a des organisations professionnelles des bûcherons, mais est-ce que du coup, tu considères que tu peux faire évoluer Est-ce que je perturbe aussi le monde des humains ? Perturbe aussi, voilà. Ça serait prétentieux de ma part. L'univers de la forêt. Et si oui, voilà. Comment ? Et est-ce que tu te donnes cette mission-là aussi ou pas ? Pas trop. Enfin, pas trop dans le sens où j'ai pas d'objectif de. Enfin, c'est pas un livre militant. J'ai pas pour ambition de changer la face du monde et ou quoi que ce soit. Mais après, bien sûr, j'ai conscience que je participe à donner une vision du métier de bûcheron. J'avais beaucoup de mal avec le titre en fait parce que, par exemple, moi, j'assumais pas. Je trouvais que c'était prétentieux de ma part de donner une définition du métier. J'avais bien conscience que. Enfin, je ne sais pas si je suis représentatif. Et j'aurais aimé, par exemple, qu'il y ait un point d'interrogation où moi, j'aurais aimé dire comme un bûcheron, par exemple, ou une tentative de vouloir y se représenter. Mais en fait, ça faisait très bizarre dans un titre. Et vraiment, je n'avais pas d'idée qui était aussi percutante que juste le mot. Donc on a gardé ce titre-là. Mais c'est vrai que aussi même dans l'écriture, en fait, tout ce qui était considération politique ou vision, je me suis éloigné de tout ce qui faisait ressembler ce livre à un essai, parce que c'est vraiment pas ce dans quoi j'étais à l'aise. En tout cas, j'étais pas à l'aise avec ce truc-là. Je voulais vraiment que ça reste concentré sur ce que j'avais vécu. Et tant mieux si ça peut inspirer des gens, mais c'est pas forcément mon objectif, quoi. Moi, ce qui me plaît, c'est raconter des histoires, ces belles choses qui m'arrivent dans le bois. Belle ou moins belle, mais voilà, c'est ça moi qui me fait plaisir. Et justement, d'ailleurs, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ce titre, ce genre-là, roman qui est inscrit sur la couverture, est-ce que c'est vous qui l'avez souhaité, ou bien parce que ça n'est pas un roman, enfin, en le lisant. Non, on peut dire un récit, peut-être un récit d'inspiration. Ouais, un récit autobiographique. Franchement, c'est ce genre de choses. Je pense que par exemple, un libraire est beaucoup mieux placé pour savoir. Vous avez beaucoup plus de livres qui vous passent entre les mains, vous savez mieux situer. Moi, j'avoue que j'ai ce truc qui est sorti et on me dit ça ressemble à ça. Je fais bon, d'accord, mettons. Et c'est vrai, mais c'est vrai que je suis parti de quelque chose qui ressemblait à un essai, où quand j'avais ces gros blocs de texte qui avaient des thématiques à chaque fois, ça faisait des chapitres avec des thèmes. Ça ressemblait plutôt à un essai, mais j'étais pas à l'aise avec ça parce que je suis pas scientifique. Je suis pas scientifique, pas sociologue, pas rien du tout, quoi. J'ai pas d'opinion à faire passer, j'ai rien à vendre. Je défends pas une idée. J'étais pas trop à l'aise avec ça. Et c'est vrai que plus le texte allait, plus avec mon éditrice on comprenait que c'était pas ça que je voulais faire.
Et à un moment, en fait, c'est elle qui a décidé ou qui m'a proposé. Il m'a dit, en fait, on pourrait faire passer ça en littérature. Et moi, ça m'allait parce que ça m'éloignait de ce truc que je voulais pas faire. Et puis je trouvais ça. Moi, ça me plaît bien parce que souvent, comme ça, c'est quand même un sujet technique, on avait tendance on avait souvent tendance à me placer dans des rayons techniques. Sur des étiquettes techniques, alors qu'en fait, j'aime bien écrire. J'écris sur le bois parce que c'est ce que je connais le mieux, mais j'avais ça me faisait plaisir d'un point de vue ambition littéraire, si on peut dire ça comme ça. Et justement, moi, j'avais une question aussi sur cette. Alors, on ne peut pas vraiment parler de littérature forestière ou de littérature du bois, mais enfin bon, il existe quand même un certain nombre de romans et de classiques qui traitent ces sujets. Est-ce que vous en lisez? Est-ce que vous avez ces titres-là, ces livres-là vous intéressent? J'avais 3 livres, moi, qui m'ont un peu servi de guide de livre de chevet. Il y avait, je lisais beaucoup Édouard Louis parce que j'aimais bien la manière dont il décortiquait le lien qu'il faisait avec le côté autobiographique, comment les éléments de sa vie, en fait, il en faisait une histoire. Donc ça m'inspirait pas mal. Ensuite, il y avait surtout Le vieil homme et la mer, qui en fait, qui est incroyable sur ce qu'il dit sur le rapport entre l'homme et du coup là c'est un poisson, mais il dit de ces phrases. C'était vraiment fascinant et c'est en plus d'une simplicité, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je lisais aussi La Syrie, qui est un livre d'un gars dans les années 50 qui allait bosser 1 an dans des scieries et il décrit le travail. Et il y a tout ça, il y a les frustrations, la difficulté du travail et dans un texte qui est très simple et qui est que je trouvais très beau, quoi. Voilà. Après, moi, je suis pas trop je crois qu'on différencie des catégories d'auteurs, ceux qui savent Enfin, moi, je sais pas du tout ce que je fais, en fait. Ça sort, et puis après, je comprends plus ou moins ce qui m'arrive, quoi. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette... Merci à vous de votre accueil. Votre présence. Il s'agissait d'une rencontre avec Mathias Bonneau, auteur de Bûcheron, aux éditions du Seuil, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 22 mai 2025, réalisée et mise en onde par Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.